Allez, c'est parti pour ce numéro d'ici direct. Comme annoncé, nous avons M. Muganza Mwanga Bebeto, qui est donc président cellulaire IDPS, Fédération Lubumbashi D, section Kilobé-Lobé, cellulaire de la station. Bonjour monsieur et bienvenue. Merci, bonjour. Nous sommes également accompagnés de M. Jean-Claude Kapeta Kayati, qui est cadre du MLC. Monsieur, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de la radio Héritage et je salue aussi tous mes deux co-débatteurs ici présents. Allez, merci. Nous avons également l'habitude de ce numéro de ce vendredi, justement, M. Mbouy Makolo Patrick, qui est cadre de l'Union Sacrée. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour, bonjour tous les peuples congolais. Nous sommes dans l'espoir qu'autour de la table de négociation à Doha, cette fois-ci, ça va quand même accoucher de quelque chose. D'accord, on va d'ailleurs commencer par là. La sécurité à l'est de la République démocratique du Congo et la question qui vient, quelle doit être la priorité du gouvernement congolais entre justement les désaccords, parce qu'on mise aussi sur l'accord de Doha, mais il y a déjà un avec Washington, accord Washington et Doha, et le pacte social qui inclut un dialogue entre tous les Congolais. Quelle doit être la priorité? Je commence avec vous, monsieur Muganza. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Quand on parle de l'accord entre Congolais, je me pose la question, c'est quel type de dialogue? Quand on parle de dialogue entre Congolais, et parmi les obligations qui sont exigées pour faire ce dialogue, il y a certaines personnalités qu'on est en train d'inclure, soi-disant congolais, mais malheureusement, ils ne sont pas congolais. C'est pour cela, si les chefs de l'État, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, avait pris l'option de faire les accords à l'extérieur, entre autres Doha, ainsi que les États-Unis, ce n'est pas pour rien. Après avoir vérifié les mentalités de certains Congolais, soi-disant Congolais, parce qu'un vrai père de famille ne peut jamais accepter de sacrifier ses enfants. Si on parle aujourd'hui de l'accord entre Congolais, les catholiques, les évêques qui nous exigent... Non, ils ne les exigent pas, ils proposent. Ils proposent d'intégrer par exemple Corneille Nangaa, intégrer Joseph Kabila. Ils n'ont jamais cité. Ils disent tous les Congolais. Non, ils ont cité. Il y a certaines personnalités qui mettent beaucoup d'accent pour qu'on puisse l'intégrer dans ce dialogue-là. C'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec ça. Quand on parle de Corneille Nangaa, un rebelle, un cadre congolais, c'est lui qui avait proclamé M. Félix Tshisekedi comme président élu démocratiquement dans la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il change la casquette, il devient rebelle pour déstabiliser les mêmes présidents. Moi, je ne dis pas qu'il ne déstabilise pas les présidents même, pour déstabiliser les Congolais qui ont voté pour les présidents de la République. Parce que la famille du président de la République ne se retrouve pas à Goma, ni à l'est de la République démocratique du Congo. Ce sont les milliers de Congolais qui sont tués, orchestrés par les mêmes Nangaa, et puis faire encore un dialogue que lui doit y participer. Ça, c'est absolument pas. Nous soutenons les chefs de l'État. Monsieur le président Félix Tshisekedi, qui a pris l'option d'aller à Doha et aux États-Unis pour trouver la paix définitive de la République démocratique du Congo, soit de l'Est. Je reviens à vous pour voir comment maintenant on va sauter Nangaa, puisque vous dites on ne peut pas l'inclure justement. Monsieur Patrick Makolo, pourquoi privilégier les options externes alors qu'à l'interne on pouvait facilement trouver une solution? Il a parlé de la CENCO et de l'ECC qui ont proposé quand même un cadre d'échange entre Congolais. Merci beaucoup. Je sais qu'en RDC, il y a eu les élections et les institutions sont en place et le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Le problème se pose au niveau des délinquants qui ont violé la Constitution, qui ont voulu saboter les élections, les résultats des élections. Ils ont voulu jeter en pâture tous les efforts démocratiques fournis
en RDC conformément à la loi et ils ont voulu obliger les autorités légalement établies à se soumettre à leurs caprices. Et c'est entre autres, comme le co-débatteur vient de le dire, en tant que compatriote, je partage son souci parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas supporter dans ce pays. Donc, nous sommes de vrais Congolais. Nous n'avons que le Congo que nous devons sauvegarder, pas seulement pour nous. Nous ne pouvons pas être égoïstes. Le Congo ici, nos enfants, nos arrière-enfants ont aussi droit à venir trouver ce Congo en marche et pour jouir de ce Congo. Donc ça ne doit pas se limiter avec nous. Nous ne pouvons pas vendre ce Congo, prendre l'argent, mettre en poche et accepter de mourir pour qu'il n'y ait plus rien. Non, ça c'est vraiment la délinquance dont je parle. Donc je condamne effectivement ce comportement. Nous devons privilégier le dialogue, c'est vrai, mais le chef de l'État a constaté que sur le plan interne, les institutions sont en place, mais par rapport à ces délinquants-là, avec leurs exigences, avec leurs affidés, tous ceux-là qui sont derrière eux, comme les multinationales et tous les autres qui les soutiennent en obscurité, comment faire pour juguler cette affaire, juguler cette crise-là? C'est pour cela qu'il a accepté d'aller à l'international. Donc l'international aujourd'hui prime sur les nationales parce qu'il y a les armes, il y a mort d'homme, il y a désastre, il y a pillage, donc il y a destruction massive, donc il y a viol, alors il y a vol, donc il y a des choses inimaginables. On décime même les champs, même la faune et la flore. Donc c'est pour cela que l'accent est placé sur l'extérieur pour qu'on puisse vider la question. Merci. Voilà. Monsieur Jean-Claude, vous partagez l'avis. En fait, comment on peut vider la question interne en allant à l'extérieur? Il faut rappeler quand même qu'à Doha, il y a aussi des forces internes qui sont concernées, notamment l'M23 ainsi que l'AFC. Quelle doit être la priorité, selon vous, du gouvernement congolais pour rétablir la paix dans l'est de la RDC, miser sur l'extérieur ou l'intérieur? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, depuis ma abord, nous devons savoir que la question de l'Est a perduré dans notre pays. Nous étions encore des bébés, nous avons grandi avec toujours les hostilités à l'Est du pays. Alors, il fallait vraiment un gouvernement responsable, capable de trouver la solution à cette question ici qui est sensible. J'aimerais dire que la priorité ici, le chef de l'État l'a déjà fait. Ce sont les négociations, la voie des négociations qu'il a empruntée. L'accord de Washington, c'est un accord qui met fin au front extérieur, ou bien au front étranger, parce que le président de la République a pensé neutraliser Paul Kagame via son réseau international. Il a parcouru tous les réseaux internationaux, le réseau qui influençait Kagame, le réseau qui donnait le pouvoir de l'énergie à Kagame. Le président de la République a su maîtriser ce réseau. Et aujourd'hui, Kagame est isolé. Il a accepté ce qu'il avait refusé de signer, n'est-ce pas, à Luanda, en Angola. Oui. Il a signé cet accord-là et nous félicitons le chef de l'État pour tous ses efforts. Et deuxièmement, pour l'accord les négociations qui sont en cours à Doha. Vous savez que le chef ne voulait pas parler avec ces gens-là parce que ce sont des marionnettes, ce sont des pantins. En fait, ce sont des gens utilisés. Ils n'ont pas de revendications à faire. Parce que nous avons dit, il y a même notre compatriote Bakajika qui avait voté, qui avait proposé une loi qui avait même été acceptée, que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Et Corneille Nangaa, se voyant retirer le carré minier qu'il avait acquis irrégulièrement, si je peux dire, illégalement aussi. C'est pas quand même le nez de sa démarche. Eh bien oui, c'est ça le nez du problème. C'est le carré minier. Il dénonce également les détournements, il dénonce beaucoup de mots au sein de la gestion du pays. Il s'est fâché parce qu'on l'a ravi le carré minier. Rapidement, oui. Alors, il faut maintenant rallier avec les ennemis du pays pour tuer ses frères, pour tuer ses compatriotes. Et alors ça, nous n'acceptons pas l'ordre. Je vais maintenant vers ce que vous avez appelé des dialogues. Oui. Monsieur Jean-Claude, notre pays a beaucoup véhiculé dans cette histoire de dialogue. Vous savez, depuis 1960, après l'indépendance, ce sont les dialogues qui ont commencé. Mais c'est parce qu'il y a des crises.
Évidemment. Ouais. Mais les dialogues n'ont rien résolu. Tous les dialogues que nous avons eu dans notre pays ont apporté des résultats mitigés et éphémères. Et le dialogue qui est en train d'être sollicité aujourd'hui, je ne vois pas vraiment sa raison d'existence, sa raison d'être. Pourquoi le dialogue alors que c'est le Rwanda qui nous attaque? Pourquoi nous imposer le dialogue? Autant mieux imposer le dialogue au Rwanda qui a connu le génocide chez lui, où il y a des communautés qui sont exclues comme les Hutus. On ne veut pas reprendre les Hutus, rentrer dans leur pays. On les excluse et maintenant on demande aux Congolais qui vivent dans la cohabitation, dans la cohésion totale, de dialoguer. Mais on va dialoguer sur quoi? Moi je te demande toujours que la CENCO nous définisse ces causes profondes là. C'est quoi la cause profonde? Merci. Le dialogue, mais je vais citer par là, a pour un seul objectif. C'est de laver ceux qui se sont éjectés, évincés, ceux qui se sont eux-mêmes disqualifiés du jeu politique, d'être ramenés par la voie du dialogue. Ce n'est pas un procès d'intention que vous faites à ces... Ce n'est pas un procès d'intention, c'est ça la vérité. Vous estimez derrière alors qu'ils n'ont pas dit ça. Non, mais c'est ça le vrai motif. Ça veut dire que prendre les gens qui ne méritent plus, parce que les gens là ont des casiers judiciaires. La vraie réconciliation se fera par la justice. Il faut restaurer la justice. Celui qui a violé la loi doit être condamné. Celui qui a péché contre les lois de la République, les principes, doit être poursuivi, sanctionné. Monsieur Muganza, vous avez dit qu'il faut mettre les caps sur l'extérieur parce que c'est là où on trouvera la paix. Mais ce qui sont quand même à l'interne, c'est, vous avez parlé notamment à un Congolais comme Corneille Nangaa, l'M23, c'est une affaire des Congolais. Comment on peut trouver la paix à Doha en excluant ces gens-là ou en excluant les revendications? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. On ne revendique pas pour revendiquer. Toute revendication doit avoir une cause noble. Moi, je me pose la question. Quelle est la revendication de Corneille Nangaa? Nous sommes dans un pays démocrate. Le président de la République, le peuple, l'ont voté pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Il est à son deuxième mandat. Son dernier. Qui est son dernier mandat? Nous acceptons cela. Oui. Parce que quand on parle de la démocratie aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est nous l'UDPS. Ça, je vous dis. Et nous ne pouvons pas piétiner la démocratie, c'est le Congo. Hein. Ce n'est pas une affaire de l'UDPS. Non, nous avions lutté pour qu'on ait cette démocratie. Vous l'avez trouvé quand même. Où? Vous n'avez pas trouvé la démocratie? Où c'est? Avec le candidat unique de Mobutu? En 2018, quand vous accédez au pouvoir, il n'y a pas une démocratie. Comment? On avait accédé comment? En 2018, on avait accédé par les élections. Si nous étions Nanga à cette époque-là, notre fait Etienne Tshisekedi Wamulumba, il pouvait aussi se rebeller parce qu'il avait déclaré qu'il était voté en 2011 plutôt. Il était voté, mais la CENI a publié M. Kabila comme président de la République. Comme on est démocrate, on a assumé. On a accepté, on a dit que ce n'est pas la fin du monde. Mais ceux-là qui ne savent qu'est-ce la démocratie, écoutez le chemin qu'ils ont emprunté. Après avoir proclamé le chef de l'État et le déstabilisé en cours de mandat, messieurs les journalistes, c'est 5 ans. Si vous avez des revendications à faire, ça, le chef de l'État a pleinement raison de regarder à l'extérieur qu'à l'intérieur. Parce que si nous faisons un pas en arrière, aux élections passées ici, M. Kabila qui interdit à sa classe politique de postuler, vous allez faire quelle lutte sans député à l'Assemblée nationale ni provinciale? Vous n'êtes pas nulle part dans une institution de la République. Donc ils avaient préparé la guerre ici et savaient que M. Félix ne doit pas terminer le mandat. C'est pourquoi ils ont réservé leurs moyens pour déstabiliser la République avec la guerre. Mais là, par rapport à tout ça, est-ce qu'on n'a pas besoin d'une réconciliation? Avec qui? Qui cherche quoi? En tant que journaliste, vous êtes bien informé. Quelle est la revendication de Kabila et de Corneille Nangaa? Lorsque M. le Président de la République avait dit que je connais que Kabila est derrière les M23, tous les Congolais veulent dire non, même les PPRD. Non, il peut nous prouver. Bon, aujourd'hui, où sommes-nous? Il n'y a pas de preuves jusque-là. Vous dites? Qu'est-ce que vous dites, monsieur le journaliste? Il n'y a pas de preuves. Je vous dis justement, les PPRD a demandé des preuves. Il y a des preuves.
Kabila se trouve à Goma, à Bukavu. Il y a des preuves, la zone est occupée. D'accord, ça c'est le point. Mais monsieur Mouy Makolo Patrick, oui, il a parlé de la réconciliation via la justice. Alors que dans les dialogues, normalement, on ne va pas encore aller disant que non, ceux qui sont justifiables doivent de répondre. Donc ça veut dire qu'on va quand même faire taire la justice afin qu'on puisse se réconcilier. Vous ne trouvez pas que dans ce virage, notre pays a besoin d'une vraie réconciliation? Mais comment est-ce que nous aurons cette vraie réconciliation? Par le pardon, par exemple. Le pardon. On peut pardonner, on peut oublier. Quand on a tué ton père et ta mère, on a violé ta soeur, tu vas pardonner et tu oublies. Et ça s'arrête là. Demain, quand quelqu'un sera encore au pouvoir, ça va reprendre. Ça devient comme un jeu d'enfant. Non. Vous savez, lorsqu'on parle de causes profondes, oui, on parle de dialogue et tout ça, réconciliation, pardon. C'est bien beau de le dire dans la bouche. Est-ce qu'on a essayé de faire la situation? On a vu les désastres qui est causé. Quels sont les dégâts? On a pu évaluer les dégâts, le nombre de minéraux, la quantité de minéraux qu'on a essayé de piller, la quantité d'armement qu'on venait à peine d'acheter par le gouvernement, ce qui est allé de l'autre côté. Est-ce qu'on a pu évoluer? Et on va dire seulement pardon, on oublie? Non. Ici, nous devons nous poser la question. Les soi-disant dialogues, est-ce que c'est de bonne foi que nous voulons vraiment dialoguer? Ou bien c'est une imposition de quelque part? Parce que je peux me permettre aussi de parler de quelque part, comme le secrétaire général des Nations Unies avait dit que non, cette rébellion est venue de quelque part. Non, mais vous savez, il y a des gens dans ce monde qui prennent les autres comme de vilains. Ils pensent que ce sont des va-nu-pieds, on peut seulement les conditionner, ils vont accepter tout. On n'est plus à cette époque-là, où on doit recevoir les leçons de qui que ce soit. Nous devons nous assumer, nous sommes un pays indépendant, au même titre que les autres pays indépendants, au même titre que les États-Unis, au même titre que la France, au même titre que la Belgique, nous sommes un pays indépendant. C'est pour cela, nous, au niveau de la génération cri d'alarme sauvant le Congo, nous n'allons pas céder à ce genre de caprices. Parce que c'est révoltant et ça doit prendre fin. Et nous savons que il faut finalement, nous félicitons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oui, parce qu'il a accepté toutes les caprices qu'ils ont inventés. Il savait qu'il devait les amener tout droit au mur. Et au jour d'aujourd'hui, avec les accords, déjà les déclarations de principe qu'on a eues, l'accord déjà des États-Unis, oui, déjà les amis se voient déjà au bord de gouffre. Merci. Donc, c'est-à-dire, bientôt là, il n'y aura plus d'arguments. Parce qu'ils ont... Quels sont les arguments? Oui. Ils veulent qu'on libère les 700 prisonniers, criminels, oui, les délinquants, oui, qu'on a dû... Merci. Non, tu permettez. Il y a des délinquants qui ont mal fait, qui ont saigné à blanc ce pays. Non, le problème, c'est que quand on les libère comme ça, gratuitement, au nom du pardon. Quand on dialogue, il y a des compromis. Ils demandent quoi? Ils demandent qu'on puisse leur laisser Goma et Bukavu. Qu'ils puissent la gouvernance fédérale. J'y reviens. Non, voilà. Mais juste pour signaler, ça c'est grave. Juste pour signaler à tous nos téléspectateurs que nous avons convié justement toutes les tendances. Malheureusement, les camps et l'opposition a décliné l'offre. Ils n'ont plus d'arguments, ils ont été invités. C'est pourquoi on a presque les affaires. Monsieur Jean, appelé l'opposition en République. Parce qu'ils sont impliqués aussi. Ça aussi, je reviendrai. Ça va inquiéter la démocratie quand on dit tout haut qu'il n'y a pas d'opposition. Je reviens. Monsieur Jean-Claude, vous avez parlé justement des gages. Maintenant, parlons des gages. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sûr que ces accords-là, une fois conclus, auront justement la facilité d'être appliquée? Par exemple, l'accord de Washington, on a senti qu'il y avait un clan de sénateurs qui voulaient voir clair par rapport à ce qui a été signé et tout. Quels sont les gages de l'applicabilité de ces accords-là à l'est de la RDC? Merci beaucoup, mais d'abord une clarification parce que le clan des sénateurs aux États-Unis n'avait pas demandé les clarifications sur l'accord de paix. Okay. Le clan avait demandé des clarifications sur
les négociations ou bien le deal minier entre la RDC et les États-Unis. Alors, le deal n'est pas encore là. Oui. Jusque-là, il n'y a pas encore de deal. On ne peut pas parler de deal parce qu'il n'y a pas encore des accords qui parlent de deal. Alors, les garanties pour le respect de ces accords citoyens, eh bien oui, il y aura des garanties. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de notre pays, de tous les accords que nous avons eus, on n'a jamais eu un accord comme celui de Washington, hein, qui est parrainé par une puissance étrangère, une grande puissance mondiale d'ailleurs. Et accord de paix, bien sûr. Accord de paix, bien sûr. Oui. Je suis certain que les États-Unis vont vraiment faire en sorte que ces accords soient respectés à la lettre. Et d'ailleurs, vous avez déjà entendu, lorsqu'il y a eu des massacres dernièrement, et ils ont sollicité au Conseil de sécurité une réunion d'urgence pour des explications et voir comment mobiliser les sanctions contre le régime de Kagame. Parce que jusque-là, ce ne sont pas les M23 qui tuent. C'est Kagame qui continue à tuer sur notre territoire parce qu'il n'a pas encore retiré ses militaires, ses troupes sur notre sol. Et donc c'est Kagame qui fait toutes ces manigances. C'est Kagame qui entête ces gens-là. Ces gens-là n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de force. J'aimerais vous dire que, ajoutez un mot sur le dialogue. Vous avez parlé de la démocratie. En démocratie, la démocratie veut qu'il y ait ceux qui disent oui et ceux qui disent non. La démocratie, c'est la loi de la majorité. Il y a ceux qui ont remporté la majorité, qui ont le pouvoir, et ceux qui ont échoué, qui n'ont plus le pouvoir. Donc, il est difficile d'effacer l'opposition dans une démocratie. Si la CENCO veut vraiment effacer l'opposition à la République démocratique du Congo, ça, c'est impossible. Non, parce que ça. C'est ça l'objectif. Réconcilier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de problèmes entre vous et moi. Ça veut dire qu'on va se pardonner, c'est fini. Quand on est de la majorité que de l'opposition, il y a des problèmes. Non, c'est justement les désaccords en termes de gestion du pays. Évidemment, ce désaccord-là existera toujours tant que nous serons dans la démocratie, tant que la République existera. Et il est difficile qu'il n'y ait pas d'opposition et que tous les fils, toutes les forces se mettent d'accord et que tout le monde se retrouve aux affaires. Il y aura toujours des forces qui vont s'élever pour s'opposer. Et donc, cette idée de dialogue, pour moi, en ce moment ici dans notre pays, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine et ça, je l'ai dit. Donc vous êtes certain qu'on va recouvrir la paix à l'Est sans dialogue en interne? Oui. Nous allons recouvrir la paix. D'ailleurs, j'aimerais dire que sans sécurité réelle sur le terrain, aucun dialogue ne peut réussir. Donc, l'urgence reste la cessation des hostilités. Et la cessation des hostilités, nous ne pouvons l'obtenir que par les négociations, par les accords que nous sommes en train de signer. J'aimerais citer par là. Oui. Monsieur Jean-Claude, si la trahison était pardonnable, le diable serait avec Dieu en ce moment-ci. Et ceux qui ont accepté de trahir, ils ont bien réfléchi. Et ils doivent répondre de leurs responsabilités. Oui. On ne peut pas rouler la population comme ça, on ne peut pas rouler le peuple congolais. Ils nous prennent pour des moutons, des panurges en fait. Vous me faites une belle passe en termes de justice, c'est ça. Donc ils doivent répondre via la justice. Est-ce qu'aujourd'hui on est assuré d'avoir une bonne justice qui doit rendre, désolé la répétition, une bonne justice? Évidemment. Est-ce que ces gens-là, une fois traduits en justice, sont garantis d'être bien jugés? Oui, ils sont garantis d'être bien jugés. Parce qu'apparemment, même au sein d'une certaine opinion, on les jette déjà au pâture, c'est ça, non? Non, non, je vous donne un exemple dans notre gouvernance, messieurs les journalistes. Pendant les 18 ans de M. Joseph Kabila Kabange, avez-vous vu un ministre national en pleine fonction être jugé, être déféré à la justice? C'était des intouchables. C'était des intouchables. Nous sommes démocrates. Nous avons les exemples, pas de Mutambaéou. Lui-même, c'est le ministre de la justice. Mais lorsqu'on a vu qu'il mérite d'être poursuivi par telle cause, comme on est démocrate, comme la justice est en train d'être réaménagée, on l'a fait très bien en justice et il est en justice. Ce que je peux vous dire est ceci. Vous dites que est-ce qu'il faut les pardonner? On pardonne quand? Non, c'est pas ce que je dis. C'est une question par rapport au dialogue. Bon, moi, je n'ai aucune opinion. Je vous pose d'abord la question, monsieur. On pardonne quand? C'est moi qui pose les questions. Oui, moi aussi, je vous réponds. Moi, je ne réponds pas. On ne pose pas des questions. Oui, on pardonne quand? Si vous-même d'abord, vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire. Vous reconnaissez la faute. Vous prenez des résolutions de ne plus retourner à ce Nanga, lorsqu'il... Donc vous vous repentez. Oui. Il faut la repentance. Oui. Nanga, lorsqu'il menait Salit. Ils ont instauré une démagogie là, inimaginable.
Nanga qui dit la gestion de M. Félix Kéké dit est mauvaise, tribale, ceci, cela. Est-ce que vous comprenez, s'il y a un président de bon cœur, c'est M. Félix? On va éviter de parler du président Félix Tshisekedi, mais oui. les allégations de Nanga, toutes sont à balayer. Comment ça? Il faut éclairer l'opinion. Ouais, éclairer alors. Oui, j'ai dit ceci. Rapidement, il va. Oui, j'ai dit ceci. Nanga, lorsqu'il menait sa lutte, sa rébellion là, il disait que la gestion de Félix est mauvaise, oui. Tribale. Mais pour la formation de ce gouvernement ici, oui. Vous connaissez qu'est-ce que M. Félix avait fait? Il les appelait les regroupements politiques. Vous avez combien de députés? Toi, tu mérites un ministre. Toi, tu as combien de députés? Tu mérites 2 ministres. Il a partagé les gâteaux équitablement. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui au Sénat, c'est un Katangé. À l'Assemblée nationale, c'est un Moussoaïli de Kivu, ministère de l'Intérieur. Un Moussoaïli aussi de Nord Kivu là-bas. Oui, d'accord. Où est le tribalisme? Est-ce qu'aujourd'hui la justice était guérie, puisque Moutamba avait fait une autopsie, que la justice était malade? Est-elle guérie pour peser ce genre de dossiers? Mais comment guérir? Parce que le guérisseur lui-même il semble être malade aussi. Oui. Il sera condamné, le guérisseur. Il sera condamné. Oui, mais c'est ça, vous allez voir. Il sera condamné. Bon, contre toute attente, bien sûr, parce qu'il a quand même créé des bévues, des erreurs administratives vraiment intolérables. Hein, vous voyez, mais ça c'est un autre débat, vous savez. Quand vous dites les erreurs administratives, ouais. Ça ne devrait pas être la Cour de cassation qui devrait juger ça. Mais écoutez, ça devait être les juridictions d'ordre administratif. Là, il y a un défaut. Non, nous devons rester dans la notion du droit. Retourner au pouvoir, lui ne va pas retourner au pouvoir. Évidemment. Parce mais que si vous dites qu'il finisse, et puis vous allez. Les erreurs qu'il a commises, en tout cas, c'est impardonnable pour qu'on puisse le retourner encore à cet endroit-là. C'est pour cela que je dis que les guérisseurs, sur qui nous tous, nous avions investi notre espoir, nous a déçus. Vous voyez? Donc, mais il n'est même pas condamné qu'il vous a déçu. Vous allez constater, nous avons tous assisté au procès, on a vu. Hein, on a vu. Est-ce que l'argent de l'État, quand il dit qu'il n'a pas encore pris $1, est-ce que l'argent appartient encore à l'État aujourd'hui? Mais il y a quelqu'un, il y a des frais de tenue de compte et tout ça. Ce n'est plus 19 600 ou 900. C'est moins. Donc, comprenez que l'argent est déjà parti. Donc, à cause de son erreur, oui. Vous voyez, en tant qu'autorité qui engage, il a commis une erreur administrative. Donc, là, c'est un problème. Vous allez me parler des 3 éléments qu'on doit réunir pour... Tout ça, on a vu, on a suivi le procès. L'homme ne va plus occuper son poste. Merci. Réplique, on maintenant, la question. Vous m'avez posé une très bonne question ici. Rapidement, alors. La justice n'est pas guérie, mais la justice n'est pas morte. Ah, voilà, parce que c'est ça. La justice n'est pas guérie, mais la justice n'est pas morte. Donc, la justice est là. Nul n'est censé ignorer la loi. Et ce n'est que quand on a des problèmes qu'on se trouve qu'il y a une justice qui fonctionne dans ce pays. Et ici, je sais que la justice sera appliquée dans sa rigueur. Parce qu'il faut montrer l'exemple. On ne doit pas vraiment faillir. C'est vrai, il a quand même boosté. Il a quand même boosté la justice pour que chacun puisse être regardant. Chacun sache que vraiment ça peut toucher l'un ou l'autre. Donc tout le monde a été suffisamment sensibilisé par Moutamba parce qu'il a organisé même les journées. Même les États généraux. Les États généraux, justement, vous savez ce que je voulais dire. Et voilà, tout ça, ça a donné quand même une matière, une leçon. Donc tout le monde est éveillé aujourd'hui. Merci. Tous les usagers de la justice ne doivent plus se comporter comme par le passé. Merci. Oui. Voilà. La réplique dans 1 minute, on prend la deuxième thématique rapidement. Merci beaucoup. S'il y a des irrégularités en rapport avec la conclusion de marché par l'ex-ministre de la Justice, Constant Moutamba, ça ne serait pas la Cour de cassation de s'en saisir de ce dossier-là. Ça serait les juridictions d'ordre administratif telles que le Conseil d'État. Parce que c'est lui, ou bien c'est elle, qui a dans ses compétences de traiter les infractions ou bien
les irrégularités plutôt qui ont recours, bien, qui sont en rapport avec la conclusion des marchés publics. Malgré ça, il ne va plus retourner sur oui, mais le gouvernement est déjà sorti. Oui. J'aimerais dire ceci. Même s'il n'est pas condamné à ce niveau, il sera toujours condamné. Vous dites qu'il sera condamné. Ça veut dire que vous vous substituez à la justice. Non, mais écoutez, mais vous allez voir, je ne me substitue pas. Non, mais c'est ça les désordres qui existent. Non, écoute, c'est hors de question. Ce n'est pas la question au débat. Oui. Répondez à la question. Répondez à la question. Ce n'est pas ça. J'ai voulu juste élucider. Moi, je voulais juste savoir pourquoi on s'est. On connaît les gens dans les réseaux sociaux et c'est fini. On prend ces sentences-là, on impose maintenant à la justice. Alors que ce n'est pas ça. Non, nous attendons. Écoutez, nous attendons le prononcer. Nous attendons. Voilà, merci monsieur. Nous attendons la décision de la justice. On va prendre l'autre thématique. Il nous reste quelques minutes. On va prendre, chacun aura 2 minutes d'argumentation, justement. La question, elle est partie sur base d'un constat. On se dit, voilà, la classe politique actuelle par rapport à la gestion depuis l'indépendance a quand même failli. Est-ce qu'on est déjà d'accord sur ces constats-là? Est-ce que notre classe politique a failli dans la gestion de la chose publique? Monsieur Muganza. Je n'ai pas bien compris la question. Depuis, dans la gestion de la République, de l'indépendance à aujourd'hui, est-ce que dans l'ensemble, la classe politique actuelle a failli dans la gestion? Oui. D'accord. Monsieur? C'est une question fermée, on peut dire oui ou non. Oui, d'abord, c'est oui ou non qui me permettra d'aller dans la deuxième. Moi, je dirais que depuis l'indépendance, notre classe politique a failli dans sa mission. Oui, monsieur Patrick Makolo. Moi, je vais relativiser la réponse sur ce point. Parce que, qu'est-ce que la classe politique? Parce qu'il faut commencer par là. L'ensemble des forces vives de la nation. Non, mais c'est ça. Donc, c'est-à-dire, c'est un groupe. D'accord. Un groupe restreint. Oui. Relativiser. Qui dirige. Merci, monsieur. Alors, voilà. monsieur Muganza Mwanga. Oui. Si un groupe a failli, on prend l'autre en place. D'accord. Je reviens à vous. C'est de quelle classe politique on parle? Parce qu'on a failli. Du gouvernement Tshisekedi Souminois. Laisse-moi parler. C'est une question océan. Oui, d'accord. Ça sera développé. Ça sera développé. Chacun aura 3 minutes et puis on va conclure avec la rubrique carton. Est-ce qu'il faut-il promouvoir une nouvelle élite politique? On le fait comment? Et comment on balaye l'ancienne? Absolument, il faut promouvoir une nouvelle élite politique. L'ancienne élite politique est décevante. Quand je dis cela, pourquoi? Moi, lorsque j'ai regardé la gestion de notre pays par le président de la République démocratique du Congo, il a voulu l'unification du Congo. L'ancienne classe politique est gourmande. Maintenant, pour les exclure, pour qu'il ne soit pas traité, monsieur le président, qu'il est tribal ou pas, il a voulu continuer avec les mêmes personnes qui travaillaient depuis Mobutu, sous la règne de 18 ans de Kabila. Ils ont des idées qui n'ont pas des avancées. Et c'est pourquoi le Congo n'avance pas. Nous devons promouvoir une nouvelle classe politique parce que notre président de la République, il est un nouveau président de la République. Lui ne fait pas partie de l'ancienne, selon vous? Vous dites? Il ne fait pas partie. Il a géré quoi dans l'ancienne administration? Ok. Il fit qui? Président Félix Tshisekedi. Il fit qui? Ministre, mandataire ou pas? Il est nouveau. Okay. Et pour qu'il fonctionne bien, il doit recruter des nouveaux. Les gens là comme des caméras. On va les citer parce qu'ils ne sont pas là pour les défendre. Écoute, c'est l'ancienne classe politique, non? Oui. Comme les caméras, les loups, ils ont des virus, sont des gourmands. Tous les postes stratégiques est occupé. Est-ce que vous connaissez que Aimé Boge, qui fit le ministre national de l'économie, c'est un neveu de Caméré? Aimé Boge, il était au budget. Il était au budget plutôt. Oui. C'est un neveu de Caméré. Donc vous trouvez Caméré à l'Assemblée nationale, Boge, son neveu, il est au budget, Lukwebo, son frère, il est deuxième vice-président au Sénat, l'enfant de Lukwebo qui est ministre. Bon, vous voyez, nous sommes venus au Congo pour accompagner ces mêmes gens ou pas. Et maintenant les bilans. Lorsque l'Est de la République est attaqué, Kamer qui nous dit mon, Lukwebo qui nous dit mon. Oh non, il ne faut pas quand même les dire. Oh, parce ils ont tous les Walungu, là, je vous dis, c'est le village natal de M. Kamer. S'il vous plaît, ils ont tous condamné et récemment, il a reçu un dignitaire belge
à l'Assemblée nationale, il a dénoncé les atrocités de la RDC. Dénoncé Kamer qui était à l'Assemblée nationale et il dit si on ne prend pas de précautions, Bukavu sera tombé. Avant que Bukavu tombe, et 48 heures après Bukavu était tombé. Il a été clairvoyant. Oui, non, il connaît toute cette manœuvre-là. Merci, monsieur. On est déçu avec l'ancienne classe politique. Non, on finit avec les oui, comme ça on va prendre la nuance de votre côté. Monsieur Jean-Claude Capitaine. Merci beaucoup. J'ai dit oui, la classe, l'élite actuelle a échoué. Pourquoi? Parce que depuis l'indépendance, notre pays n'a pas si décollé sur le plan du développement. Tout à fait. On n'a pas si relié toutes les provinces. Aujourd'hui, nous avons des difficultés de circuler nos provinces. Notre élite n'a pas si maîtrisé la question de l'autosuffisance alimentaire de la population. Depuis l'indépendance, il n'y a pas une politique agricole qui permet aux Congolais, n'est-ce pas, d'avoir de quoi manger. Notre élite actuelle a failli, il n'y a pas eu de politique d'emploi pour la jeunesse. Jusqu'aujourd'hui, vous savez, l'élite politique joue un rôle central dans la conduite des affaires publiques, mais aussi la légitimité de cette élite dépend de sa moralité, sa proximité avec le peuple. Et quand on parle de l'élite politique, on voit les dirigeants politiques, les responsables des partis politiques, on voit les conseillers politiques influents, on voit les acteurs publics ayant un fort pouvoir de décision, c'est-à-dire tous ceux qui influencent dans la vie publique, dans la prise de décision, ce sont des élites. Alors, il faut promouvoir une nouvelle élite politique. Elle est prête, cette nouvelle élite? Évidemment. Quels sont les mécanismes pour promouvoir une nouvelle élite politique? J'ai énuméré quelques mécanismes, ils sont à 4. Je peux les... Oui, rapidement, parce qu'il aura le même temps. Merci beaucoup. Alors, il faut une formation politique et civique des jeunes et des leaders émergents. Ici, je vais dire, il faut former les jeunes. Il faut les associer à la gestion de la chose publique. Deuxièmement. Former les jeunes. Merci beaucoup. C'est le temps. C'est un terme de temps. Merci. Bon, deuxièmement, les deux premières, deuxièmement, il faut un accès équitable aux postes de responsabilité. Il faut la méritocratie. Il faut encourager la participation citoyenne. Il faut sanctionner l'élite inefficace ou corrompue par les urnes et la justice. Et donc, par ces éléments-là, nous allons former une nouvelle élite et nous aurons une nouvelle classe politique qui peut, n'est-ce pas, conduire ce pays au développement. Merci. Monsieur Makolo, la nuance, 2 minutes. Vous savez que l'échec de l'élite politique a été planifié depuis l'époque coloniale. Donc les Belges n'avaient pas la volonté de céder la gouvernance de la chose publique entre les mains des Congolais, des compatriotes congolais. Parce qu'ils avaient leur calcul à eux pour demeurer ici éternellement. Alors, comme ils étaient obligés de partir, ils ont tout abandonné. Voilà pourquoi on s'est démené. De deux, ils nous ont piégés. Chaque fois, ils nous piègent. Quand nous voulons nous organiser, ils aiment nous piéger. Ils ont déjà fait une planification de retarder tous nos ardeurs. Donc, c'est-à-dire, chaque fois que nous voulons même organiser les élections, ils veulent être là. Ils ne veulent pas nous laisser seuls. Ils ne veulent pas. Il y a l'ingérence. Il y a toujours l'ingérence. Malgré qu'ils font semblant que nous sommes maintenant indépendants, nous sommes un pays, nous sommes autonomes, mais chaque fois, il y a toujours l'ingérence d'une manière ou d'une autre. Donc, ils nous obligent, ils ne veulent pas que nous puissions évoluer. Et aussi, nous, les Congolais, comme ils connaissent déjà la faiblesse, ils prennent toujours les faibles là, ceux qui ont un comportement fourbe là, ils les utilisent contre ceux qui doivent gérer le pays pour l'intérêt de la République. Et ils créent ces mécanismes. C'est comme ce que nous voyons avec Nanga, avec Makenga et Kagame et tout ça. C'est planifié. C'est planifié des stratégies de retardement du développement. On ne veut pas qu'on évolue, qu'on avance. Parce que quand on s'organise, et ça sera une bombe, parce qu'il n'y a personne qui va nous arrêter. Ils savent bien que dès que seulement nous nous organisons, nous prenons conscience que nous devons gérer avec parcimonie nos minéraux, tous nos biens, tout ce que nous avons comme richesse, parce que toute la richesse que le monde cherche se trouve au Congo. Alors ils ne veulent pas nous laisser le temps de nous organiser, ils veulent nous embrouiller pour que chaque fois, nous avons besoin de la paix, on coupe une partie, on leur donne. C'est le scénario avec les accords avec les États-Unis. Donc ils nous obligent à demeurer dépendants d'eux.
Donc c'est un scénario déjà fait. Mais le la... jour où nous allons quitter ce piège, vous allez voir que la RDC va décoller. Sera inégalable. Merci monsieur. On finit avec la rubrique carton. Allez, nous sommes à la fin justement de ces numéros, mais pour finir, vous savez, c'est l'exercice de chaque vendredi, la séance carton, où nos co-débatteurs vont nous livrer quelques cartons aux personnalités politiques. Il est l'habitué pour avoir maîtrisé justement ce qui se passe. On va finir avec vous, M. Mbouy Makolo Patrick. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Quel est votre carton d'aujourd'hui? Je réitère mon carton de la fois passée. Au nom de l'Union Sacrée, j'offre avec joie le carton vert à Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo et pour une vision de loin, une vision de l'aigle. Parce que toutes ces choses que nous vivons ici, ça a été prédit. On vit quoi? Alors, tout ça, la guerre, avec les changements de nom, tantôt Nanga, tantôt Makenga, tantôt l'autre là, le gros là, le ventru là, c'est qui? Donc l'autre là. Donc tous ces aventuriers là, Bissimois, Bertrand et consorts, tout ça. Donc la bassesse vraiment c'est une nature qu'il faut exterminer au Congo. Merci. La nature de ce genre d'hommes, c'est ce qui nous retarde, ça retarde notre développement. Alors bravo à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bientôt nous serons en conclave, nous allons parler et prendre de nouvelles stratégies pour surmonter tous ces pièges-là et toutes ces difficultés. Merci. Monsieur Muganza Mwanga Bebito, merci d'avoir répondu à notre invitation. Quel est votre carton et vous l'adressez à qui? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Lorsque j'étais ici dans une émission, ça fait même 3 ou 4 mois, j'avais choisi le carton rouge contre Vital Kamerhe. Le monsieur là est méchant. Il peut faire semblant d'être à côté des chefs de l'État, mais je vous dis, c'est un caméléon. Vital Kamerhe, on connaît son comportement très mauvais. C'est un homme politique avéré. Oui. Il est réputé avéré dans il est réputé à quoi? Nous connaissons, s'il voit que les mandats tendent vers la fin, il fait tout pour changer les camps. Il a été avec Félix Tshisekedi à l'opposition alors que personne ne le croyait. Il était quand lorsqu'il a su que Félix sera président de la République. Donc les élections étaient gagnées d'avance. Oui, pourquoi? Kabila n'avait pas un bilan. Comment son défaut pouvait passer? Et il y avait Fayoulou. Qui? Fayoulou. Fayoulou ne peut pas penser comme Tshisekedi. Merci. Carton rouge contre Vital Kamerhe. Monsieur Jean-Claude Capita. Merci beaucoup. Comme mes co-débatteurs, j'ai choisi le carton rouge contre Nanga, Kabila et tous leurs sociétaires. Parce que dans l'accord de Sun City, en Afrique du Sud, l'accord de 2002, qui a été paraphrasé en 2003, nous avions dit que personne, plus question de recourir aux armes. Vous voulez accéder au pouvoir, vous voulez accéder à la gestion des affaires publiques, menez une lutte démocratique et c'est le peuple qui va vous départager. Les armes nous maîtrisent, les armes nous font reculer. Oui. Alors ces gens-là, carton rouge, ils n'ont plus même droit de revenir encore parler du Congo ou bien du développement du Congo parce qu'ils sont en train de détruire. C'est pas possible, vous voulez Merci à vous en tout cas pour ces moments d'échange direct dans 5 minutes. Les mauvaises tomates qu'il faut vraiment. La grande édition du journal, il sera 19h à Goma. Merci de nous avoir suivis et au revoir. Bye bye.